devait agir parce que la Russie était menacée. Or, personne n'a menacé la Russie. Personne d'autre que la Russie n'a cherché le conflit. De fait, nous savions que cela allait arriver. Nous avions mis en garde, avons essayé d'éviter. Le but de Poutine est clair. Avant même l'invasion, il affirmait, je cite, « L'Ukraine a été créée par la Russie et n'a jamais eu, entre guillemets, de réel statut. » Aujourd'hui, nous voyons qu'ils mettent des attaques contre les écoles, les gares, des hôpitaux, des guerres, des attaques qui visent les centres culturels de l'Ukraine, des preuves odieuses des atrocités commises par la Russie ont été trouvées, des charniers ont été découverts à Izum. Les dépouilles trouvées présentent des signes de torture. Cette guerre vise à éliminer l'Ukraine en tant qu'État. C'est aussi simple que cela. À priver l'Ukraine de son droit d'exister en tant que peuple. Où que vous soyez, où que vous viviez, quelles que soient vos croyances, cet objectif devrait vous donner froid dans le dos. C'est la raison pour laquelle les nations de l'Assemblée générale se sont réunies pour condamner sans équivoque la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Les États-Unis ont alloué de l'aide humanitaire, une assistance sans précédent, soutenant directement l'Ukraine au plan économique. Plus de 25 milliards de dollars ont à ce jour été alloués. Nos alliés, nos partenaires de par le monde ont aussi mis la main à la poche. Aujourd'hui, plus de 40 pays représentés ici ont alloué des milliards de dollars. Fournit des équipements pour aider l'Ukraine à se défendre. Les États-Unis travaillent aussi en étroite collaboration avec ses alliés, ses partenaires, pour faire en sorte que la Russie paye le prix de ses actes et pour dissuader toute nouvelle attaque, pour faire en sorte que la Russie soit tenue comptable de ses atrocités, de ses crimes de guerre. Si les nations peuvent poursuivre leurs ambitions en péril sans conséquence, alors tout ce que cette institution défend est menacé. Absolument tout. Chaque victoire sur le champ de bataille revient aux soldats ukrainiens. Mais le monde a été mis à l'épreuve au cours de l'année écoulée. Mais nous n'hésitons pas, nous choisissons la liberté, la souveraineté. Nous avons choisi les principes que défendent. Être ferme et inébranlable dans sa volonté. L'Ukraine jouit du même droit que celui accordé à toute nation souveraine. Nous serons toujours solidaires de l'Ukraine. Nous serons toujours solidaires pour lutter contre l'agression de la Russie. Point. Ce n'est pas un secret. La compétition entre les autocraties et les démocraties est un secret. À cet égard, les États-Unis se font le chantre d'une vision du monde fondée sur les valeurs de la démocratie. Les États-Unis sont déterminés à défendre et remporter la démocratie. Se font le chantre chez nous et le Parlement parce que vision du monde fondée sur les valeurs de la démocratie. Les États-Unis sont déterminés pour faire face aux défis de notre temps. Nous travaillons avec le G7 et les pays de même avis pour prouver que la démocratie fonctionne pour nos citoyens, pour le reste du monde aussi. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, le socle même de la Charte des Nations Unies, un ordre mondial fondé sur des règles et justes, est attaqué par ceux qui souhaitent le faire voler en éclats ou l'utiliser à leur propre avantage. La Charte des Nations Unies n'a pas simplement été signée par des démocraties du monde, elle a été négociée par des citoyens, des
simplement été signée par des démocraties du monde. Très différentes. Elle a été négociée. Des pays qui étaient unis dans leur engagement en faveur de la paix. Comme le président Truman le disait en 1945, la Charte des Nations Unies, je le cite, atteste du fait que les nations peuvent se départir de leurs divergences, y faire face, trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente a été trouvé. Et aujourd'hui, 193 États membres embrassent ces principes. Défendre ces principes, défendre la Charte des Nations Unies, incombe à chaque État membre responsable. Je rejette le recours à la violence, à la guerre pour conquérir les nations ou étendre les frontières au travers de bains de sang. Je suis contre les politiques mondiales de la peur, de la coercition. Je défends le droit souverain des petites nations sur un pied d'égalité par rapport aux nations plus importantes. Elles doivent embrasser les principes de base tels que la liberté de navigation, le respect du droit international, la maîtrise des armements. Peu importe nos désaccords par ailleurs, tel est le terrain défendre. Si vous êtes attaché au bien des nations du monde, eh bien les États-Unis veulent travailler avec vous. Je crois aussi que le moment est venu pour cette institution d'être plus inclusive afin qu'elle puisse mieux répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris les États-Unis, devraient ne cesser de défendre la Charte des Nations Unies et s'abstenir de recourir au veto, hormis en des circonstances extrêmement rares et extraordinaires, pour préserver la crédibilité et l'efficacité du Conseil. C'est aussi la raison pour laquelle les États-Unis soutiennent l'idée d'augmenter le nombre de membres tant permanents que non permanents au Conseil de sécurité, notamment de donner des sièges permanents aux nations que nous soutenons de longue date, à des pays d'Afrique, d'Amérique latine, des Caraïbes. Les États-Unis se sont engagés dans cette tâche. Partout dans le monde, nous voulons trouver de nouveaux moyens de travailler avec nos partenaires pour avancer sur la voie de nos intérêts communs, avec les Quads dans la région Indo-Pacifique, avec la déclaration des Andes au sommet des Amériques, sans parler de la réunion historique de 9 dirigeants arabes œuvrant pour un Moyen-Orient plus pacifique et intégré. Nous avons aussi accueilli le sommet des dirigeants africains. Et comme je le disais l'année dernière, les États-Unis se sont lancés dans une ère de diplomatie tous azimuts pour relever les défis qui sont ceux de toutes les populations, pour lutter contre la crise du climat, comme le disait le préopinant, pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale, pour nourrir le monde. Nourrir le monde. Cette priorité est la nôtre et nous respecterons cette promesse. Du jour où je suis entrée en fonction, nous avons retrouvé le chemin de l'accord de Paris, avons adopté un programme ambitieux, avons aidé à trouver des accords clés en lien avec la COP26. Nous avons fait en sorte que 2/3 du PIB du monde soient utilisés, notamment pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Et un texte de loi historique vient d'être signé aux États-Unis qui prévoit les engagements climatiques les plus ambitieux jamais contractés de l'histoire de notre pays. 369 milliards de dollars sont alloués à la lutte contre les changements climatiques, dont des dizaines de milliards de nouveaux investissements dans dans l'énergie solaire et éolienne, offshore. Nous augmentons l'efficacité énergétique. Nous soutenons la production propre. Le département de l'énergie estime que cette nouvelle loi permettra de réduire les émissions des États-Unis de 1 gigatonne par an d'ici 2030, tout en ouvrant une nouvelle ère de croissance économique propre. Nos investissements permettront de développer des technologies propres aussi de par le monde, pas uniquement aux États-Unis. Il s'agit là de vraiment changer la donne. Il était temps, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous savons que nous vivons déjà une crise climatique. Personne n'oserait en douter après l'année qui s'est écoulée. Alors que nous parlons, le Pakistan est sous l'eau, a besoin d'aide. La Corne de l'Afrique est confrontée à des sécheresses sans précédent. Les familles sont confrontées à un choix impossible, choisir quel enfant nourrir.
se demandant s'ils survivront. Voilà le coût humain des changements climatiques, et ce coût augmente. Alors que j'annonçais l'année dernière que nous allions assumer nos responsabilités mondiales, mon administration travaille avec Pour ce faire, le plan PEPFAR sera essentiel, qui vise à aider un demi-milliard de personnes, notamment dans les pays vulnérables, à s'adapter aux conséquences des changements climatiques et à devenir plus résilients. Les besoins sont immenses. Faisons en sorte, enfin, d'inverser la tendance à la dévastation pour avancer sur la voie des économies propres, énergétiquement efficientes, pour préserver notre planète. En ce qui concerne la santé mondiale, nous avons fourni plus de 620 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 à 116 pays du monde. Et d'autres vaccins sont disponibles pour répondre aux besoins des pays. Tout cela gratuitement, sans condition. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le G20 et d'autres pays pour faire en sorte que les choses changent et pour créer un nouveau fonds pour assurer la préparation aux pandémies avec la Banque mondiale. Dans le même temps, nous continuons d'avancer pour relever tous ces défis. Plus tard aujourd'hui, j'organiserai une nouvelle conférence de réapprovisionnement du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Notre congrès soutient ces mesures et j'ai promis d'allouer 6 milliards de dollars à ces efforts. Je me réjouis donc de pouvoir vous accueillir à cette conférence historique pour lever des fonds sans précédent. Nous nous attaquons aussi de front à la crise alimentaire. 193 millions de personnes de par le monde sont victimes de famine et d'insécurité alimentaire aiguë, soit plus de 40 millions en une année. Aujourd'hui, j'annonce 2,9 millions de dollars supplémentaires au titre de soutien accordé par les États-Unis pour cette année au titre de l'aide humanitaire vitale. En intervalle, la Russie détruit des vies, essayant de jeter l'opprobre de cette crise alimentaire sur les sanctions imposées par d'autres pays du monde suite à l'agression contre l'Ukraine. Que les choses soient claires. Nos sanctions permettent explicitement à la Russie d'exporter des denrées alimentaires et des engrais. Aucune limite n'a été imposée. C'est la guerre menée par la Russie qui est à l'origine de l'insécurité alimentaire aiguë. Seule la Russie peut y mettre un terme. Je suis reconnaissant de l'action menée par l'ONU sous votre houlette, monsieur le secrétaire général, pour créer un mécanisme permettant d'exporter les céréales des ports de la mer Noire en Ukraine, ports bloqués pendant des mois par la Russie. Nous devons veiller à ce que ce mécanisme soit prorogé. Nous sommes convaincus de la nécessité de nourrir le monde. C'est la raison pour laquelle les États-Unis sont les premiers bailleurs de fonds du PAM, avec 40% de son budget. Nous soutenons aussi les efforts déployés par l'UNICEF pour nourrir les enfants du monde. Les États-Unis ont aussi lancé un appel à l'action, une feuille de route pour éliminer l'insécurité alimentaire mondiale. Plus de 100 nations l'ont déjà soutenu. En juin, le G7 annonçait que plus de 4,5 milliards de dollars seraient alloués au renforcement de la sécurité alimentaire de par le monde, au travers de l'USAID et son initiative Nourrir l'avenir. Les États-Unis revoient à la hausse les mesures innovantes pour trouver des solutions, des graines plus résistantes pour les agriculteurs qui en ont besoin, tout en distribuant des engrais et améliorant l'efficacité des engrais pour que les agriculteurs puissent produire davantage avec moins. Nous demandons à tous les pays de s'abstenir, d'interdire les exportations de denrées alimentaires, de ne pas conserver des stocks de céréales alors que tant de personnes souffrent. Partout dans le monde, quelles que soient nos divergences, nous savons que les parents
S'ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants, plus rien d'autre n'a d'importance. Alors que nous portons notre regard vers l'avenir, nous attendons de nos partenaires qu'ils trouvent le moyen de relever les défis du XXIe siècle. Nous avons lancé un conseil commerce et technologie avec l'Union européenne pour faire en sorte que les technologies fondamentales soient mises au point et régies de sorte qu'elles bénéficient à tout un chacun avec nos partenaires au travers de l'ONU. Nous soutenons, renforçons les normes de responsabilité, de comportement responsable des États dans le cyberespace. Nous nous efforçons de faire en sorte que ceux qui utilisent ces cyberattaques pour menacer la paix et la sécurité internationale rendent des comptes avec les partenaires de la région des Amériques, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, dans l'Indo-Pacifique. Nous nous efforçons de bâtir un nouvel écosystème économique où chaque nation pourra obtenir sa part de croissance économique, une croissance partagée, résiliente, durable. C'est la raison pour laquelle les États-Unis se sont fait le chantre d'une taxe mondiale minimum. Nous nous efforcerons d'y parvenir, de sorte que les grandes entreprises payent leur part partout où qu'elles se trouvent. C'est aussi l'idée du cadre économique indo-pacifique que nous avons lancé avec 13 autres économies de la région. Nous travaillons avec nos partenaires, avec la NAS, avec les îles du Pacifique, pour soutenir une vision visant à créer une région indo-pacifique libre, ouverte, connectée, prospère, sûre, résiliente. Avec les partenaires du monde entier, nous nous efforçons de garantir des chaînes d'approvisionnement résilientes, de protéger tout un chacun des mesures coercitives, de la domination. Nous voulons faire en sorte qu'aucun pays n'utilise l'énergie comme arme. Alors que la guerre menée par la Russie fait chanceler les économies mondiales, nous demandons aussi à nos créanciers, notamment les pays non membres du Club de Paris, de négocier de manière transparente un allègement de la dette pour les pays à faible revenu, pour empêcher d'autres crises économiques et politiques de par le monde. Les projets d'infrastructure, parfois, ont créé de l'endettement. Aujourd'hui, satisfaisons les besoins énormes en infrastructure dans le monde au travers d'investissements transparents, de projets d'envergure pour préservant les droits des travailleurs et de l'environnement. C'est essentiel pour satisfaire les besoins des communautés qu'ils servent. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, avec les partenaires du G7, ont lancé un partenariat au service des infrastructures et des investissements des infrastructures. Nous avons l'intention de mobiliser 600 milliards de dollars au titre des investissements au travers de ce partenariat d'ici 2027. Des douzaines de projets sont déjà en cours d'élaboration. Fabrication de vaccins à grande échelle au Sénégal, projet solaire transformateur en Angola, la première petite centrale nucléaire en Roumanie pour produire de l'électricité. Ces investissements bénéficieront non seulement à ces pays, mais à tout un chacun. Les États-Unis travailleront avec chaque nation, même ses concurrents, pour régler les problèmes mondiaux tels que les changements climatiques. La diplomatie climatique n'est pas une faveur que l'on rend aux États-Unis ou à d'autres nations. S'éloigner de ces efforts nuit au monde entier. J'évoquerai la concurrence entre la Chine et les États-Unis. Nous avons réussi à faire évoluer les tendances géopolitiques. Les États-Unis sont des dirigeants responsables. Nous ne voulons pas le conflit. Nous ne voulons pas une guerre froide. Nous ne demandons pas aux nations de choisir entre les États-Unis ou d'autres partenaires. Mais les États-Unis continueront de promouvoir la vision d'un monde libre, prospère, sûr, sur la base de ce que nous pouvons offrir aux communautés et aux nations. Des investissements visant non pas à encourager la dépendance, mais à soulager les fardeaux, à aider les nations à devenir autosuffisantes. Des partenariats qui ne veulent pas créer des obligations politiques, mais qui savent que notre succès est plus grand lorsque les autres nations réussissent aussi. Lorsque les individus ont la possibilité de vivre dans la dignité, d'explorer leurs talents, tout le monde a y gagné. Nous devons réaliser les objectifs les plus nobles de cette organisation, améliorer la paix et la sécurité pour tout un chacun, partout. Les États-Unis ne fléchiront pas, resteront déterminés à lutter contre la menace terroriste qui pèse sur le monde. Nous mènerons
ces efforts, donnerons l'exemple au travers de la diplomatie pour régler pacifiquement les conflits. Nous voulons la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Nous sommes attachés à la politique de Chine unique pour éviter les conflits et qui nous a permis d'éviter des conflits depuis 40 ans. Nous sommes opposés aux changements unilatéraux du statu quo. Nous soutenons un processus de paix mené par l'Union africaine pour mettre un terme au combat en Éthiopie, pour rétablir la sécurité pour les populations. Au Venezuela, des années d'oppression politique ont poussé plus de 6 millions de personnes à quitter le pays. Un dialogue est nécessaire pour revenir vers des élections équitables. Nous sommes aux côtés de notre voisin d'Haïti, confronté à la violence des gangs alimentés par les divergences politiques et à de multiples crises. Nous demandons au monde de faire de même. Nous avons davantage à faire. Nous continuerons de soutenir la trêve sous la médiation onusienne au Yémen, une trêve qui a permis d'offrir des mois précieux de paix à des populations qui ont souffert d'années de guerre. Nous continuerons de prôner une paix durable et négociée entre l'État démocratique juif et le peuple palestinien. Nous sommes engagés en faveur de la sécurité, où que ce soit. La solution négociée à 2 États demeure, à nos yeux, le meilleur moyen de garantir la sécurité, la prospérité pour l'avenir, tout en donnant aux Palestiniens un État auquel ils ont droit. Les 2 parties doivent respecter les droits de leurs citoyens respectifs. Les 2 peuples doivent jouir de la liberté et de la dignité. Dans une même mesure, j'exhorte aussi chaque nation à se réengager en faveur du régime nucléaire de non-prolifération au travers de la diplomatie. Quoi qu'il arrive dans le monde, les États-Unis sont prêts à imposer des mesures de maîtrise des armements strictes. Une guerre nucléaire n'est pas possible, elle ne pourra pas être gagnée, elle ne doit jamais être livrée. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité viennent de réaffirmer en janvier cet engagement. Mais aujourd'hui, nous constatons une tendance inquiétante. La Russie fait fi des idéaux de non-prolifération embrassés par les nations lors de la 10e conférence d'examen du TNP. Aujourd'hui encore, comme je le disais, ce pays lance des menaces irresponsables, menaces d'employer l'arme nucléaire. Un programme de renforcement nucléaire est en cours en Chine, en l'absence de toute transparence. Nous voulons aussi dire que la RPDC continue de violer les sanctions. Les États-Unis sont prêts à respecter à nouveau le PAGC, pour autant que l'Iran respecte ses obligations. Les États-Unis sont clairs sur ce point. Nous ne permettrons pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Je continue de penser que la diplomatie est le meilleur moyen de parvenir à ce résultat. Le régime de non-prolifération est un des plus grands succès de cette organisation. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, permettre au monde de revenir en arrière. Pas plus que nous pouvons fermer les yeux face à l'érosion des droits humains. Je pense que la Déclaration universelle des droits de l'homme est pour vraisemblablement une des plus grandes réussites de l'organisation. En 1948, on avait dit très clairement que les droits humains étaient à la base de tout ce que nous souhaitons faire. Or, aujourd'hui, en 2022, les libertés fondamentales sont menacées partout dans le monde. Depuis les violations de Xinjiang, les rapports détaillés faisant état de ces violations, les exactions de victimes, les minorités ethniques, les défenseurs des droits humains, du fait du régime militaire au Myanmar, l'oppression imposée aux femmes et aux filles par les talibans en Afghanistan. Et aujourd'hui, nous sommes face aux femmes courageuses d'Iran qui, à l'instant même, manifestent pour préserver leurs droits fondamentaux. Mais je sais une chose, l'avenir appartient aux pays qui utilisent pleinement le potentiel de leur population, les pays où les femmes et les filles peuvent jouir de leurs droits, notamment droits reproductifs, leur permettant de bâtir des économies, des sociétés plus résilientes, où les minorités ethniques et religieuses peuvent
vivre sans être harcelés. Nous avons besoin aussi de défendre les LGBTQ+, qui doivent pouvoir vivre librement sans craindre la violence. Les citoyens doivent pouvoir remettre en question, critiquer leurs dirigeants sans craindre les représailles. Les États-Unis promouvront toujours les droits humains, les valeurs consacrées dans la Charte des Nations Unies, dans notre pays et de par le monde. Je conclurai en vous disant ce qui suit. Cette organisation, guidée par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, repose sur l'espoir. Un espoir infini. Songez à la vision des premiers délégués qui s'étaient lancés dans cette tâche qui semblait impossible, alors que le monde était encore brûlant sur les décombres de la guerre. Songez à quoi ils ont dû penser alors que des millions de personnes venaient de perdre la vie, que les horreurs de l'Holocauste avaient été révélées. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils se sont attelés à bâtir quelque chose de meilleur. L'égalité de droits pour chacun et chacune des membres de la famille humaine, la coopération pour permettre le progrès de l'humanité. Chers collègues, les défis d'aujourd'hui sont immenses, c'est vrai, mais nos capacités n'ont jamais été plus grandes. Notre engagement doit être plus grand encore. Donc, agissons de concert pour réaffirmer notre détermination d'airain. Les nations du monde restent unies et continuent de défendre les valeurs contenues dans la Charte des Nations Unies. Continuent de penser qu'ensemble, nous pourrons faire fléchir l'histoire pour offrir à nos enfants une vie plus pacifique, plus juste. Nous ne sommes pas des témoins passifs de l'histoire. Nous en sommes les acteurs. Nous pouvons le faire, nous devons le faire pour nous-mêmes et pour notre avenir, pour l'humanité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président des États-Unis d'Amérique pour son allocution. Et je prie